L'énormité de la guerre, je rappelle toujours les proportions. L'Ukraine, plus grand pays d'Europe au sens continental. Le front 1000 km. L'Ukraine produit des millions de drones, oui. 4 millions peut-être. On a 4000 drones consommés chaque jour, juste pour les drones kamikazes, puis à quoi il faut ajouter tous les autres, effectivement. Ça montre qu'il y a un effort de guerre de l'Ukraine en tant que tel, qui est même maintenant, qui a plus de dépenses militaires que la France. Mais en termes d'effort industriel, l'Ukraine est incroyable, parce que non seulement ils ont un budget de l'armée qui est forcément gigantesque, parce qu'ils sont réellement en guerre, mais en plus le coût de l'innovation chez eux est infiniment plus faible que chez nous. Quand on regarde des systèmes comme l'intelligence artificielle et tout ce qu'ont mis en place les Ukrainiens depuis le début, c'était lié par exemple avec des anciens ingénieurs de chez Uber, ukrainiens, qui sont revenus et qui ont réinstallé cette technologie dans un système qui s'appelle Kropiva, qui permet à un utilisateur de désigner une cible et ça va définir quelle est la pièce d'artillerie la plus adaptée. Et ça passe même par la fabrication maintenant de missiles ukrainiens. Le président Zelensky l'avait dit, ils avancent dans cette progression. Il y aura bientôt des résultats concrets que l'Ukraine et la Fédération de Russie verront, disent-ils. Ils pensent à tirer des missiles, leurs missiles. On parle plus cette fois de missiles autorisés par les Américains ou autres. En Russie. Mais ça fait maintenant quand même 2 ans et demi qu'ils tirent leurs propres missiles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y avait 30% de l'industrie de défense soviétique qui était en réalité ukrainienne. Mais celui-là va à 700 km. Alors là, ça s'appelle le Krim 2, Grom 1, et là c'est le Krim 2 parce qu'ils l'ont fait avec le nom à l'ukrainienne. Il a été cofinancé avant la guerre déjà par l'Arabie Saoudite qui voulait s'équiper de ce type de système. Donc ils avaient déjà un développement qui avait commencé de mémoire en 2017 sur cet équipement-là. Ils l'ont testé, ils l'ont validé. Les Russes eux-mêmes ont dit qu'ils l'avaient fait, tant qu'à faire un essai, autant le faire de manière opérationnelle. Donc ils ont tiré sur la Crimée. Les Russes ont confirmé que ça allait à 700 km de distance, et là on est sur un système qui est très lourd, c'est l'équivalent à peu près de l'attaque MS. Donc, et je me permets d'insister, ça veut dire que Moscou, c'est pas mentionné sur la carte par pudeur, mais Moscou est dans les 700 km. On n'en est pas loin, mais j'imagine mal qu'ils visent le Kremlin ou quelque chose comme ça, mais par contre, une base aérienne dans laquelle les Russes font décoller leurs avions bombardiers, qui les tapent tous les jours, un stock de munitions très important et qu'on peut pas détruire avec les petits drones qui ont 20 kilos d'explosifs comme ils sont d'habitude. Là, on est de l'ordre de plusieurs centaines de kilos d'explosifs pour un missile qui arrive à plusieurs milliers de kilomètres heure. Donc logiquement, il y a une capacité de pénétration en profondeur dans des bunkers protégés pour avoir des résultats qui sont potentiellement intéressants, mais jusqu'à maintenant, ils ont réussi justement à réduire le nombre d'obus qui étaient disponibles par les Russes parce qu'ils ont attaqué les systèmes qui étaient les moins protégés. On a l'impression que c'est le moment, paradoxalement, il y a des forces et des faiblesses de la Russie, il y a des forces considérables, on va y revenir, mais c'est le moment où l'occasion pourrait être prise davantage par les Occidentaux. Alors, il est clair que économiquement, on voit que le taux d'intérêt, par exemple, de la Banque centrale est passé à 21%, et ils ont dit on va pas s'arrêter là, c'est quand même un signe qu'ils ont des problèmes, on sait qu'ils ont des difficultés de liquidité, on sait qu'ils sont obligés de faire appel à des pays de plus en plus lointains pour pouvoir recourir et continuer à pouvoir se battre. Il y a même des soldats qui viennent de pays absolument incroyables, comme les îles autour de la Martinique, j'ai oublié le nom, des pays vraiment, on se demande pourquoi ces gens viennent gaspiller et risquer leur vie là-dedans. Et en même temps, de notre côté, on a un soutien à l'Ukraine qui n'est pas à la hauteur et qui ne continue pas à progresser. Les Russes sont au bout du rouleau et ça se sent par tous les indicateurs qu'on peut mesurer, que ce soit l'âge des matériels engagés, que ce soit la production industrielle qu'ils ont qui augmente mais pas autant que prévu. Et c'est-à-dire que la montée en puissance russe n'est pas accompagnée par une montée en puissance de la même vitesse du côté ukrainien. L'armée ukrainienne aujourd'hui est plus puissante qu'il y a un an, mais l'armée russe a encore plus accéléré. Et ça, c'est vraiment la vraie question. Aujourd'hui, qu'on est à un moment crucial, charnière, dans lequel on pourrait voir l'armée russe s'effondrer si on fournissait de l'armement correct aux Ukrainiens, notamment pour leur défense aérienne, notamment pour empêcher les bombes planantes de tomber, là, la Russie serait totalement à l'arrêt. Et malheureusement, vous parlez de l'effet des sanctions en Russie. On assiste de plus en plus à des vols de beurre dans les supermarchés, le beurre sous scellé, augmentation du beurre de plus de 30%, voilà, c'est ces images-là, augmentation de la pomme de terre de 50%, Patrouchev, qui est un des hommes centraux des organes, est missionné pour très vite trouver des solutions. La Russie a des points de faiblesse économiques très importants. On se dit que c'est le moment pour que l'Ukraine d'abord mobilise mieux ses hommes, qu'elle soit plus dure avec ses déserteurs. Faut rappeler, il y a 51 000 déserteurs. Et ça a été dépénalisé. Et pour que les Occidentaux soient plus courageux en matière d'armes à longue distance, les deux. Ouais, alors l'un n'empêche pas l'autre. Les Russes, aujourd'hui, la vraie question, c'est jusqu'à où la population russe est capable de souffrir. Et il y a aussi cette difficulté, c'est que cette inflation très forte, et on le voit avec des chiffres qui sont quand même énormes, c'est que la conséquence, c'est que seuls les militaires et ceux qui travaillent dans l'industrie de défense ont un salaire qui augmente pour continuer à avoir un niveau de vie qui est correct. Mais tous les autres, leur niveau de vie s'effondre. Ça fait qu'il y a un transfert
humains vers l'armée et vers l'industrie de l'armement qui n'est pas productive évidemment sur le long terme. Ils sont en train d'hypothéquer le futur du pays. Et puis, les Ukrainiens, effectivement, mobiliser davantage, ce sera nécessaire tout simplement pour pouvoir continuer à avoir des rotations plus importantes. Il leur faut plus de monde en première ligne, notamment pour pouvoir faire des échanges. Et cette dépénalisation, parce que je connais par exemple quelqu'un qui, après 2 ans de front, quand il a eu une permission, il n'est pas retourné au combat. Et il se promène dans la rue, il est libre de le faire, et il sait très bien que s'il se fait contrôler, au pire, qu'est-ce qu'on fera ? On le renverra sur le terrain. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent de rester sur les arrières et ne pas avoir de pénalité, parce qu'on sait très bien que ces gens qui ont donné beaucoup déjà à leur pays, et ils attendent que d'autres personnes soient mobilisées à leur place. Vous êtes un souverainiste, je le dis toujours, parce que c'est intéressant de savoir d'où parlent même les experts. Il y a toujours une dimension d'idée, voilà, de conviction. On voit bien que les pays doivent se défendre eux-mêmes. À l'arrivée, personne ne défendra en ultima ratio, il faut se défendre soi-même. Il faut en tout cas des accords de défense suffisamment importants. C'est pour ça que je ne suis pas favorable à l'OTAN, je suis favorable à un OTAN européen qui intégrerait par exemple les Britanniques. Ils n'ont pas besoin d'être de l'Union européenne pour qu'on ait des accords de défense avec eux. Souverain, si possible, européen, si nécessaire, c'est au moins le minimum. Mais qu'on ait 1/3 de notre budget de défense européen qui va pour acheter du matériel américain, moi, je trouve ça inacceptable. Il faut qu'on soit capable de se défendre réellement tout seul.